Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce nouveau webinaire présenté par Cinétique Avocat. C'est un rendez-vous qui se présente maintenant régulièrement au rythme de toutes les 6 semaines. Alors, ce thème de ce nouveau webinaire porte sur les alternatives à l'expertise judiciaire. La vocation de cette formation est de vous aider à mieux appréhender l'expertise, en l'occurrence à apprécier lorsque vous êtes confronté à un problème technique, complexe. Ça peut être dans le domaine informatique, dans le domaine de la construction, dans le domaine médical et autres, ou sur industriel, sur une machine défectueuse, où ce problème technique nécessitera le recours à un sachant, un technicien, qui va permettre donc de constater le désordre, déterminer la cause, dégager la responsabilité et définir les moyens pour y remédier. Parfois, l'expertise judiciaire n'est pas la solution la plus appropriée. Raison pour laquelle je vais tenter de vous donner les outils pour vous permettre d'apprécier au cas par cas quelle est la solution juridique et technique qu'il convient d'apporter à votre problématique pour, in fine, obtenir la résolution de votre différend. Donc, mon exposé se déroulera en 3 phases. La première phase, c'est la nécessité de recourir à une mesure d'expertise, les inconvénients d'une expertise judiciaire, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est les alternatives à l'expertise judiciaire avec des outils qui permettent de contourner les difficultés qui sont liées à une expertise judiciaire. Donc la nécessité de recourir à une expertise. Et en l'occurrence, la nécessité de recourir à une expertise judiciaire. L'expertise judiciaire, elle nécessite donc de saisir le juge, que ce soit le juge du fond ou le juge des référés. Et on va demander la désignation d'un expert, en l'occurrence donc un sachant, qui aura pour vocation de constater le problème qui est exposé par les parties, de déterminer la cause du problème et de dégager la responsabilité et d'apporter les solutions pour remédier à ce problème. L'expertise judiciaire, l'expertise judiciaire a un avantage qui est précieux, c'est que la demande de désignation d'un expert judiciaire interrompt les délais de prescription. En droit, comme vous le savez, on est confronté à des délais de prescription. En droit commun, c'est 5 ans. En droit de la construction, il y a des délais qui sont spécifiques. Il y a le délai de garantie parfait achèvement, 1 an. Il y a le délai biennal, 2 ans. Il y a le délai décennal, 10 ans. Vous avez le dommage corporel, la prescription est de 10 ans. Vous avez en droit du transport une prescription qui est de 1 an. Or, quand vous êtes confronté à un problème technique qui va nécessiter le regard d'un expert pour apprécier la cause du problème, si vous sollicitez cet expert dans le cadre d'une expertise amiable, les délais ne sont pas interrompus. Seule une procédure
judiciaire, une assignation en référé ou une assignation au fond interrompent le délai de prescription. Alors il y a également aussi, notamment en matière de droit de la construction, la reconnaissance de responsabilité d'une entreprise, c'est-à-dire que si cette dernière va intervenir pour remédier à la malfaçon qui a été soulevée par le maître de l'ouvrage, on peut considérer qu'il y a une reconnaissance de responsabilité et que ça interrompt le délai de prescription. Excepté cette situation, seule l'assignation devant un juge judiciaire interrompt le délai de prescription. Si, dans le domaine par exemple de la construction, vous avez des problèmes d'infiltration au niveau de la toiture, si la toiture a été installée il y a 9 mois et 11 mois, vous devez saisir le juge des référés à titre préventif pour interrompre le délai de prescription. Si vous ne le faites pas, eh bien malencontreusement, votre action inexorablement par la suite sera prescrite. C'est-à-dire qu'il ne faut, dans une telle hypothèse, donc il faut opter pour l'expertise judiciaire que pour une expertise amiable, parce que l'expertise judiciaire interrompt le délai de prescription. Deuxième avantage d'une expertise judiciaire, c'est que cette dernière donc est encadrée, parce qu'elle est encadrée par un juge, ce qu'on appelle un magistrat chargé du bon déroulement de l'expertise, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment interpeller le juge si vous considérez que l'expert n'est pas diligent, n'a pas encore déposé son pré-rapport, encore moins déposé son rapport. Vous pouvez l'interpeller sur les modalités de règlement des provisions qui sont sollicitées par l'expert. L'expert peut également interpeller le juge pour demander une prorogation de la date de dépôt de son rapport d'expertise. Bref, vous avez quand même un magistrat qui contrôle et qui veille au bon déroulé des opérations d'expertise. Troisième avantage de l'expertise judiciaire, c'est qu'elle est contradictoire et par définition, donc les conclusions qui en découleront seront opposables à l'ensemble des parties qui ont concouru aux opérations d'expertise. Le rapport de l'expert a une forte force probante. Alors ça, c'est extrêmement important parce que vous savez que le droit repose sur la démonstration de la preuve. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un juge, pour prospérer dans votre action, il faut démontrer le bien fondé de vos prétentions. Et lorsqu'on est confronté à un problème technique, eh bien c'est là où on a recours à une expertise judiciaire, parce que l'expert qui est un sachant dans la discipline pour lequel on l'a saisi va être en mesure de vous donner, de rendre des conclusions qui vont pouvoir éclairer le juge dans la résolution du litige. Alors, qu'on s'entende bien, le rapport d'expertise est une preuve parmi d'autres, mais c'est une preuve qui a une force probante. Le rapport d'expertise ne lie pas le juge, article 246 du Code de procédure civile, c'est-à-dire que le juge n'est pas tenu d'entériner les conclusions de l'expert. En revanche, et dans la pratique, on le sait, le juge qui applique le droit, qui est profane par rapport au problème technique qui lui est confié, va bien évidemment s'appuyer sur le sachant qu'il a lui-même désigné pour l'éclairer dans la résolution du litige. Donc à 99%, les conclusions de l'expert seront entérinées par le juge. Raison pour laquelle on dit que donc le rapport de l'expert a une forte force probante. Et j'attire votre attention sur l'importance des opérations d'expertise. Quand un expert est désigné, l'essentiel de la résolution du litige découlera de ce rapport d'expertise. Donc, tout va se jouer dans le cadre des opérations d'expertise. Donc, il faut participer aux opérations d'expertise, ne pas hésiter, vous aussi, à vous adjoindre les services de votre propre expert qui sera en mesure de discuter, de challenger l'expert judiciaire, de refaire revenir sur des positions que vous contesterez, qu'il aura tendance à prendre, parce que de ce rapport découlera la plupart du temps, si ce n'est pas quasiment tout le temps, eh bien la solution du litige qui sera adoptée par le juge. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une expertise judiciaire
répond à des conditions de fond. À savoir, et ça on a un petit peu tendance à l'oublier, une expertise judiciaire n'est pas de droit. Ce n'est pas parce que vous sollicitez une expertise judiciaire que, inexorablement, cette dernière sera accordée par le juge judiciaire. Les articles 145 et 146 du Code de procédure civile le rappellent. Une expertise judiciaire, elle doit être utile, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur un motif légitime, c'est le premier point. Deuxième point, une expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans la démonstration de la preuve qui lui incombe. En d'autres termes, il faut que le demandeur apporte des éléments qui démontrent l'existence du problème dont il se prévaut pour que le juge puisse, à la lumière de ces éléments, les compléter par un rapport technique émanant d'un expert judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut déjà apporter des commencements de preuve au soutien de vos prétentions pour que le juge puisse accorder l'expertise judiciaire. C'est l'article 146 du Code de procédure civile qui le rappelle. Et le troisième point, c'est que l'expertise est subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle a lieu d'être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge. Article 263 du Code de procédure civile, je reviendrai sur ce point qui est extrêmement important, plus abondamment tout à l'heure, mais il convient de rappeler donc que l'expertise judiciaire n'est pas de droit, qu'elle répond à 3 conditions: motif légitime, subsidiarité, et troisième point, c'est qu'elle doit reposer sur la demande d'expertise judiciaire doit déjà reposer sur des éléments probants qui démontrent les problèmes allégués, parce que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer les parties dans la carence de l'administration de la preuve. Juste sur le motif légitime, comme je l'ai dit, l'expertise doit être utile, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur un motif légitime. C'est l'article 145 du Code de procédure civile. En d'autres termes, si votre action, au fond, est vouée à l'échec, eh bien, il n'y a pas de raison que le juge accorde l'expertise juridique dès lors qu'elle n'est pas utile parce qu'il manque ce motif légitime. Illustration, il peut s'agir d'un défaut d'intérêt à agir du demandeur, il peut s'agir d'un problème de prescription. Si votre affaire, elle est prescrite, il n'y a aucun intérêt à solliciter une mesure d'expertise judiciaire parce que votre action est vouée à l'échec. C'est important, ces 3 règles d'utilité de l'expertise, de subsidiarité et de commencement de preuve, parce que quand vous êtes défendeur à une opération d'expertise, vous pouvez vous opposer à la demande de désignation d'un expert. Quand vous êtes en défense, vous n'avez pas intérêt qu'il y ait une expertise judiciaire, parce qu'une expertise judiciaire découlera sur la constatation de dysfonctionnements qui seront imputés au défendeur, que en qualité de défendeur, vous aurez à supporter la longueur, la contrainte de cette procédure, avec in fine eh bien, des condamnations qui pourraient être lourdes mises à votre charge. Il faut éviter l'expertise judiciaire. Et vous avez les moyens de vous opposer à une expertise judiciaire. On a un petit peu tendance à l'oublier, mais n'oubliez pas les articles 145 et 146 du Code civil, l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire, le fait d'apporter des éléments qui corroborent vos dires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver comme ça devant le juge sans aucun élément probant de nature à démontrer vos allégations. Il vous faut apporter des commencements de preuve. En l'occurrence, c'est un constat d'huissier. C'est un constat de rapport amiable émanant de votre propre expert. Et il peut s'agir encore d'autres éléments qui vont permettre d'étayer
les éléments qui vont pouvoir convaincre le juge de compléter ces éléments par un rapport d'un expert judiciaire qui va pouvoir suffisamment l'éclairer sur la résolution du litige. Et puis troisième point, je reviendrai là-dessus, sur la subsidiarité. Une expertise judiciaire n'est pas de droit, parce que parfois, le problème n'est pas aussi complexe qu'on veut bien le faire croire, et que seule une constatation ou une consultation émanant d'un technicien désigné par l'expert permettra d'éclairer le juge. Désigné par l'expert, désigné par les juges, permettra d'éclairer ce dernier. Une expertise judiciaire présente des inconvénients. Plusieurs ordres. Tout d'abord, une expertise judiciaire est souvent coûteuse. Et le prix de celle-ci sera souvent disproportionné par rapport aux enjeux du dossier ou à la capacité financière du demandeur à l'expertise. On ne peut pas budgétiser, un juge ne peut pas budgétiser le coût d'une expertise judiciaire. C'est-à-dire qu'il va fixer une première consignation à la charge du demandeur à l'expertise, et puis au fur et à mesure des investigations de l'expert, des éventuels appels en cause, eh bien l'expert va demander des consignations complémentaires. C'est-à-dire que, eh bien, au départ, vous partez sur une provision de 2 000 ou 3 000 euros, puis au fur et à mesure, vous avez encore des consignations qui vont s'ajouter, Ils peuvent paniquer quand même le demandeur à l'expertise. Parce que l'expert va devoir être contraint de faire des appels en cause, demander des appels en cause d'autres parties pour rendre opposables ces opérations. Il peut être confronté à des problèmes techniques qui vont nécessiter le regard d'un autre technicien, en l'occurrence c'est ce qu'il appelle d'un sapiteur. Il va falloir également rémunérer. Puis outre ces frais d'expertise, eh bien, au fur et à mesure que s'écouleront les opérations d'expertise judiciaire, eh bien, il y aura des frais d'avocat à supporter. Donc, in fine, on va se retrouver avec une expertise judiciaire avec un prix qui sera extrêmement important et dont les frais seront avancés donc, par le demandeur à l'expertise. Certes, à l'issue de l'expertise, ils seront supportés, ou la partie défaillante, celle qui ne gagnera pas à l'issue de la procédure et qui sera considérée comme responsable des dysfonctionnements, eh bien, sera condamnée à supporter l'ensemble des coûts, des frais d'expertise. Donc, dans tous les cas, que ce soit à la charge du demandeur dans un premier temps ou à la charge du défendeur in fine, ça peut être des coûts qui peuvent être exorbitants. Ensuite, elle présente l'inconvénient que la procédure peut durer plusieurs années et retarder corrélativement la résolution du litige au fond. Il est fréquent, surtout en droit de la construction, avec le nombre de parties, avec le nombre de désordres signalés par le demandeur à l'expertise, qu'on se retrouve avec des expertises qui durent extrêmement longtemps. Nous avons des dossiers au cabinet. Nous sommes aujourd'hui à 10, voire 15 ans d'expertise judiciaire. Le problème, c'est que tant que vous n'avez pas le rapport émanant de l'expert, eh bien, vous n'êtes pas à même de pouvoir solliciter du juge le règlement d'une provision à valoir sur votre préjudice, provision qui va vous permettre donc de entreprendre les travaux réparatoires. Et donc, quelque part, eh bien, la situation, elle est figée, juridiquement et factuellement, tant que les opérations perdurent. Donc, ce qui est un véritable problème. Ensuite, enfin, troisième inconvénient, c'est le résultat aléatoire de l'expertise. Donc, vous confiez la résolution technique de votre différend à un expert. Cet expert est désigné par le tribunal. Or, vous pouvez tomber, c'est regrettable de le dire, par un mauvais expert. Un expert qui n'aura pas
suffisamment la technicité pour répondre aux questions qui lui sont posées. Et c'est un vrai problème, ça, hein, parce que il est difficile d'écarter un expert dès lors que celui-ci a été désigné. On va considérer qu'à partir du moment où il est inscrit sur les listes de la cour d'appel, on va considérer que c'est un sachant et qu'il a suffisamment de connaissances pour pouvoir répondre aux missions qui lui sont confiées. Alors, cette absence de maîtrise du choix de l'expert pose problème. Alors il existe quand même quelques outils pour lutter contre cette désignation d'un expert qui va poser problème. Vous avez la possibilité de récusation prévue par les articles 234 à 341 du Code de procédure civile, étant précisé que la possibilité de récuser un expert relève des mêmes causes que pour celle de récuser un juge, donc c'est-à-dire article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire c'est lorsque vous êtes confronté à un expert qui a un lien familial avec l'une des parties, ou alors qui est confronté à un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que c'est un expert qui a travaillé directement ou indirectement avec l'une des parties mises en cause. Il ne faut pas hésiter quand vous avez un doute sur un expert et que vous risquez de se poser ce conflit d'intérêts, d'en user pour obtenir la récusation de cet expert. Il faut le faire toujours avant le dépôt du rapport, parce que vous ne pouvez pas le faire postérieurement au dépôt du rapport, c'est trop tard. On ne récuse pas un expert judiciaire parce qu'il fait mal son travail. Ça, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que c'est ton sachant, et donc qu'il a une expertise, et donc que ses conclusions elles sont recevables et qu'elles pourront être retenues par le juge judiciaire, quand bien même nous, on sait techniquement que ces conclusions ne sont pas adaptées par rapport à notre problème. Peu importe, on ne récuse pas un expert parce qu'il est mauvais, on récuse un expert parce qu'il existe un conflit d'intérêts. Mais on peut, par rapport à un expert dont on saura qu'il ne fera pas l'affaire, entre guillemets, on peut essayer de s'accrocher aux branches, et notamment à ce conflit d'intérêts, pour essayer de trouver un moyen de pouvoir dégager cet expert dont on sait qu'il posera problème dans le cadre des opérations d'expertise. Malheureusement, c'est une véritable réalité. On est confronté parfois à des expertises judiciaires qui s'enlisent parce que l'expert ne dispose pas suffisamment des compétences pour mener à bien ces opérations. Il y a également la possibilité de demander la nullité du rapport d'expertise. Alors, malheureusement, cette possibilité de nullité est également enfermée dans des hypothèses très précises, à savoir qu'on peut demander la nullité partielle ou totale d'un rapport d'expertise devant le juge du fond, donc c'est prévu par les articles 175 à 178 du Code de procédure civile. C'est lorsque les opérations n'ont pas été établies de manière contradictoire, c'est-à-dire que lorsque l'expert a dû constater certains désordres, qu'il n'a pas pris soin d'appeler l'ensemble des parties de telle manière qu'il va constater et entériner des points sans avoir mis à même les parties de pouvoir faire valoir leur observation sur ce point. Lorsque l'expert a manqué à son devoir d'impartialité, donc vous pouvez demander la nullité d'un rapport d'expertise. Également, il a été jugé que si l'expert se contente de renvoyer au dire de son sapiteur sans analyser ni tirer la moindre conclusion du rapport de son sapiteur, on va considérer, là encore, qu'il y a un manquement de l'expert qui justifiera la nullité du rapport d'expertise. Une fois encore, c'est comme la récusation, c'est difficile d'obtenir la nullité totale
ou partielle d'un rapport d'expertise, et ce, d'autant plus que ces irrégularités qui sont reprochées à l'expert dans le déroulement des opérations font grief au demandeur. C'est-à-dire que le grief, ce n'est pas parce que les conclusions vous sont défavorables, c'est que le grief découle du fait que par les différents manquements de l'expert, vous n'avez pas été suffisamment à même de faire valoir vos observations, etc. C'est extrêmement difficile d'obtenir une nullité partielle ou totale d'un rapport d'expertise. C'est la raison pour laquelle donc l'expertise judiciaire présente des inconvénients, ces inconvénients de coût, ces inconvénients de lourdeur, notamment de lenteur, et puis parce que on ne maîtrise pas la désignation de l'expert judiciaire et qu'on peut être confronté à de véritables difficultés par rapport à ce point. Alors il reste également, outre la récusation et outre la récusation et la demande d'une nullité du rapport d'expertise, il y a toujours aussi la possibilité d'engager la responsabilité de l'expert. Vous avez demain un rapport qui émane de ce rapport, que ces conclusions ne permettent pas de remédier aux problèmes qui ont été constatés et qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire, que les problèmes vont s'aggraver, qu'il y a manifestement une faute qui a été commise par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire, qui est un professionnel, qui est assuré, peut voir sa responsabilité engagée. Donc c'est tout à fait possible. Donc, quelques illustrations sur et quelques chiffres sur ce problème de coût et de lenteur de l'expertise judiciaire. Ce sont des chiffres qui émanent du ministère de la Justice et qui datent de 2017, sachant que depuis, ça s'est aggravé. Le coût moyen d'une expertise est de 5 000 €, étant précisé qu'il existe des expertises judiciaires entre particuliers dont le coût est particulièrement faible, donc ça en dit long pour arriver à cette moyenne de montant, c'est-à-dire qu'il y a des expertises judiciaires qui peuvent atteindre, ça arrive fréquemment, les 20 000, 30 000, 50 000 €. Durée moyenne d'une expertise, c'est 15,4 mois, avec une durée moyenne de 17 mois pour les expertises ordonnées en référé et de 11 mois pour les expertises ordonnées au fond. Donnée importante, le prononcé d'une expertise a un impact sur la durée totale de la procédure. Une procédure dure en moyenne 9,4 mois, discipline confondue, mais ce délai passe à 25,8 mois en cas d'expertise. Donc, on l'a compris, une expertise judiciaire, certes, a l'avantage d'interrompre les délais de prescription, mais elle a des inconvénients majeurs liés à son coût, à sa longueur et à son caractère aléatoire du fait de la non-maîtrise de la désignation d'un expert et le risque qui en découle de tomber sur un expert qui n'aura pas la bonne maîtrise du dossier ou les compétences à même pour mener à bien sa mission. Alors il existe des alternatives. Des alternatives, donc on va les dérouler. Tout d'abord, je vais vous parler des modes alternatifs de résolution des litiges. Donc, comme vous le savez, donc, il existe, le législateur a prévu des modes alternatifs de résolution des litiges, c'est-à-dire qu'on va contourner la possibilité de voir trancher votre différend par un juge judiciaire. Il existe tout d'abord la conciliation, c'est-à-dire qu'on désigne une tierce personne dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire qui aura pour objectif d'accompagner les parties dans la recherche d'un accord, c'est-à-dire qu'il va s'efforcer de les rapprocher. La solution n'émanera pas du conciliateur, mais des parties qui ont été amenées à parvenir à une solution grâce à l'aide du conciliateur. Alors, lorsqu'on est confronté à un problème technique, complexe, la tierce personne souvent n'aura pas la technicité pour pouvoir être suffisamment éclairée sur la teneur du litige, et donc souvent
on aura inexorablement besoin d'un expert. Donc c'est la raison pour laquelle quand on est confronté à un problème technique complexe, la conciliation n'est souvent pas la solution la plus appropriée. La médiation, c'est-à-dire on va désigner également une tierce personne dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire qui aura pour objectif de proposer une solution aux parties pour résoudre leur litige. La différence avec la conciliation, le conciliateur n'apporte pas la solution, il s'efforce d'encourager les parties en les aiguillant à parvenir à une solution. Cette fois-ci, le médiateur, donc c'est lui, dans le cadre d'un débat contradictoire, d'échange entre les parties, de proposer une solution aux parties pour résoudre leur litige. Là encore, si on est confronté à un problème complexe qui va nécessiter le recours à un technicien, la médiation, effectivement, n'est pas appropriée parce que la tierce personne, qui sera souvent un juriste, n'aura pas la technicité suffisante pour appréhender suffisamment le différend qui lui est exposé. Et entre nous, on a l'arbitrage. L'arbitrage, c'est prévu dans la Convention, c'est-à-dire qu'il prévoit que le litige sera résolu, il devra être résolu par un arbitrage. L'arbitrage est rendu donc par une personne, une tierce personne, seule ou collégiale, donc qui rendra une décision qui aura autorité de la force jugée. Alors, néanmoins, il y a des jurisprudences constantes que si on est confronté à un problème complexe, l'arbitrage n'empêche pas la désignation par la voie judiciaire d'un expert judiciaire qui rendra un rapport par rapport aux questions complexes qui lui sont posées et que ce rapport permettra d'éclairer l'arbitre dans la résolution du différend. Nous avons ensuite l'expertise amiable. L'expertise amiable, on va aborder en deux volets, l'expertise amiable contradictoire et l'expertise amiable non contradictoire. L'expertise amiable contradictoire. Deux hypothèses. Première hypothèse, les parties décident, avec l'accord, de nommer un expert qui procédera à une analyse de la situation. Les opérations sont donc opposables parce que les parties se sont mises d'accord ensemble sur la désignation d'un expert. Deuxième hypothèse, une partie a valablement convoqué son adversaire, mais ce dernier a délibérément refusé de se présenter aux opérations d'expertise. Hypothèse, c'est généralement un sinistre, l'assureur qui va donc mandater son expert et donc ce dernier va donc convoquer les différentes parties au litige et on va considérer que si l'une des parties qui a été valablement convoquée ne se présente pas, on va considérer que ces opérations lui sont opposables. Dans le judiciaire, il pourra toujours y avoir un débat, effectivement, des difficultés sur ce point, mais on peut considérer qu'une partie qui a vraiment convoqué son adversaire, que cette dernière a délibérément refusé d'y participer, on considérera qu'elle en supportera les risques et que ces opérations s'effectueront. Et que les opérations seront donc opposables à cette partie qui a refusé de participer à l'expertise. Donc dans les deux cas, le rapport déposé par l'expert pourra par la suite être invoqué devant la juridiction avec la même valeur probante qu'une expertise judiciaire. L'inconvénient, on en a parlé tout à l'heure, l'expertise amiable n'interrompt pas les délais de prescription. Si vous arrivez à l'expiration de la garantie décennale, il ne faut pas opter pour une expertise amiable, car vous ne pourrez vous prévaloir des conclusions émanant de cet expert pour contraindre votre adversaire à exécuter les conclusions. Il pourra les exécuter amiablement, mais s'il ne veut pas les exécuter amiablement, vous ne pourrez le contraindre par la voie judiciaire, parce que vous heurterez à la prescription de votre demande. Deuxième volet, l'expertise amiable non contradictoire. Ces deux hypothèses. La première hypothèse, c'est dans le cadre
d'une requête, c'est-à-dire que vous devez apporter la preuve de vos allégations. Exemple, dans le domaine de la concurrence déloyale, vous soupçonnez une entreprise d'utiliser vos fichiers clientèle, d'utiliser vos procédés de fabrication, etc. Vous avez des soupçons sur des comportements qui caractériseraient une concurrence déloyale opérée par votre concurrent. Vous pouvez aller unilatéralement voir le juge pour dire que vous avez des soupçons sur l'attitude et sur les manœuvres opérées par un concurrent, manœuvres donc déloyales, et que vous sollicitez la désignation d'un expert informatique qui va venir au siège social de l'entreprise pour examiner l'ensemble du parc informatique de l'entreprise, pour en extraire des éléments qui vont pouvoir étayer et corroborer les soupçons que vous avez par rapport aux pratiques de cette entreprise. Donc, cette démarche donc, a pour finalité de vous prémunir de la preuve de vos allégations. Et donc, fort de ces éléments, donc, eh bien, c'est une procédure qui est unilatérale. Eh bien, vous allez obtenir donc une expertise amiable qui n'est pas contradictoire, mais qui va vous permettre d'obtenir des éléments probants au soutien de vos prétentions. Alors évidemment, la partie adverse, qui est informée a posteriori, elle est informée le jour où il y a l'informaticien qui va venir au siège de l'entreprise, accompagner des services de police si nécessaire, et là, vous allez effectivement constater qu'une expertise a été engagée à votre insu. Vous avez toujours la possibilité de la contester, mais également, on ne pourra pas faire l'économie d'un débat contradictoire parce que le bénéficiaire de cette expertise unilatérale, qui lui permet donc d'obtenir des preuves qui viennent étayer ses allégations, a pour obligation de saisir le juge des référés ou le juge de fond, enfin bref, de porter l'affaire devant un juge judiciaire dans le mois qui suit la désignation de son expert, de telle sorte qu'on puisse avoir un débat contradictoire. Ça, c'est le premier volet de l'expertise non contradictoire. Deuxième volet, c'est que on peut nous-mêmes, donc quand on est confronté à un problème technique, dans le domaine de la construction, dans le domaine encore de l'informatique, par rapport à un dysfonctionnement d'une machine. Donc on peut nous-mêmes solliciter l'intervention d'un expert, qui est inscrit sur la liste des croix d'appel, des experts habilités à pouvoir intervenir, qui unilatéralement va donc faire un rapport, constater les dysfonctionnements, préconiser les solutions, chiffrer le coût du mode réparatoire, chiffrer éventuellement le coût du préjudice. Cette expertise, donc, elle est faite unilatéralement. Et puis, on va aller devant le juge, fort de ce rapport, pour obtenir la condamnation de l'adversaire, de celui donc, qui a été désigné comme étant le responsable, et il a été désigné responsable par l'expert judiciaire. Alors, vous l'avez compris, on est en présence d'une expertise qui n'est pas contradictoire. Quid de son opposabilité? Car il est bien évident que l'adversaire, qui se verra accusé sur la base d'un rapport d'expertise auquel il n'a pas participé. Donc il va dire, écoutez, ces opérations d'expertise me sont inopposables, ce document n'est pas probant, je vous remercie de bien vouloir l'écarter, et en conséquence de constater que le demandeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Or, n'oublions pas, un rapport émanant d'un technicien, qu'elle soit amiable ou judiciaire, a vocation à éclairer le juge. C'est un élément de preuve parmi d'autres. Le juge peut se fonder
sur ce rapport, à partir du moment où il est soumis à la libre appréciation, libre discussion des parties, dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction. À partir du moment où on apporte cet élément de preuve dans le cadre de la procédure, on offre la possibilité à la partie adverse de le réfuter, de l'amender, etc. Donc il y a un débat contradictoire, donc on va considérer que cet élément, ce rapport, peut être utilisé par le juge pour lui permettre donc de l'éclairer et de résoudre le litige qui lui était confié. Mais il y a une autre condition quand même qui est apportée par la jurisprudence, c'est-à-dire que, outre ce rapport, qui n'a pas été établi initialement, contradictoirement, mais qui est soumis à un débat devant le juge du fond, il ne doit pas être exclusif, c'est-à-dire que le juge doit pouvoir faire sa religion, entre guillemets, par rapport au litige, en s'appuyant également sur d'autres éléments de preuve. C'est-à-dire que le rapport doit être étayé par d'autres éléments qui vont permettre au juge de pouvoir prendre une décision suffisamment éclairée. Troisième point, et là on revient à ce qu'on avait abordé tout à l'heure sur l'expertise judiciaire qui n'est pas de droit, c'est-à-dire qu'elle doit être, je le rappelle, utile, qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut apporter quand même des éléments de preuve qui étayent les dysfonctionnements dont on se prévaut. Et également, le troisième point, je vous l'ai dit, c'est qu'une expertise judiciaire elle est subsidiaire. C'est-à-dire qu'avant que le juge ordonne une expertise judiciaire, il doit vérifier à ce que si une constatation ou une consultation ne serait pas suffisante à l'éclairer sur le problème qui lui est confié. C'est l'article 63 du Code de procédure civile. Et on l'oublie, et on l'oublie fréquemment que l'expertise judiciaire n'est pas systématique, parce que l'expertise judiciaire est coûteux, c'est lourd, c'est long, c'est aléatoire. Et que c'est souvent disproportionné par rapport à l'enjeu du dossier. Et que souvent, on peut être confronté à un seul problème technique qui va exiger une constatation de la part d'un technicien ou d'une consultation, c'est-à-dire que le juge va demander à un technicien qui est sachant dans le domaine qui nous intéresse, de nous apporter donc une réponse par rapport au problème qu'on lui expose. C'est prévu par l'article 263 du Code de procédure civile. Et ce critère de priorisation de la constatation et de la consultation relève de l'article 147 du Code de procédure civile. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. C'est extrêmement important, ces règles qui sont prévues par le législateur. Toutes les règles que je vous rappelle ici sont prévues par le Code de procédure civile. On a tendance à les oublier parce qu'on va souvent comme ça frontalement sur une expertise judiciaire, alors qu'il existe plein d'autres solutions beaucoup plus simples, mais tout aussi appropriées pour apporter l'expertise technique que requiert la question auquel on est confronté et qui permet de contourner donc toutes les contraintes d'une expertise judiciaire, la constatation, la consultation, qui sont donc la constatation, donc c'est prévu par l'article 249 du Code de procédure civile, où on demande donc à un technicien de porter un avis sur les conséquences uniquement de faits. Non, l'article 249 du Code de procédure civile, le constatant ne doit apporter aucun avis sur les conséquences de faits ou de droits qui peuvent en résulter. Ils doivent juste apporter une lumière technique. Non, le constat, voilà, je me répète. La constatation, c'est qu'on prétend l'existence d'un problème et que le juge va se rendre compte que ce problème existe et qu'il convient uniquement de le constater. C'est à ce moment-là, il va demander en l'occurrence, un commissaire de justice, un huissier de justice, de venir
constater l'existence du problème. Et ce constatant il doit porter, c'est l'article 149 du Code de procédure civile qui le rappelle, aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit. Il y a également donc les consultations, les confrontés à un problème technique qui ne requiert pas d'investigation complexe. Eh bien, le juge peut se contenter de demander à un technicien de lui fournir une simple consultation. Article 256 du Code de procédure civile. Il doit donner son avis sur un point précis, sans porter d'appréciation d'ordre juridique. L'expert, on vient de le rappeler, n'est pas un juriste, donc il n'y a pas de délégation d'une mission juridique qui est confiée à un expert. On demande à un expert de rester dans le périmètre de ses compétences, de donner son avis technique sur le problème auquel on est confronté. Et je répète encore, la constatation et la consultation s'imposent au juge lorsqu'on est en présence d'un dossier qui ne nécessite pas d'investigation complexe. Il convient de le rappeler, que vous soyez en demande, mais surtout en défense, pour éviter une expertise judiciaire dont les conséquences peuvent être lourdes, et qu'il convient quand même de contourner les contraintes attachées à l'expertise judiciaire, également pour le demandeur, parce que le demandeur, c'est lui qui avance les frais de l'expertise judiciaire, et c'est lui qui supporte la lenteur de l'expertise judiciaire, et donc parfois, il aura plus intérêt à solliciter une consultation qui lui permettra donc de résoudre son problème, ou à tout le moins d'éclairer le juge suffisamment par rapport à la problématique, et donc de favoriser une résolution du litige dans des délais beaucoup plus rapides. Il faut bien avoir ces règles en tête quand on est confronté à un problème technique. Et bien, comme ça, on appréhende entre la possibilité d'avoir recours à une expertise judiciaire ou à une simple consultation ou constatation. Dernier point. Nous avons donc la procédure participative. Donc c'est prévu par les articles 1544 à 1554 du Code de procédure civile. La procédure participative émane du décret du janvier 2012 et elle a évolué jusqu'au décret du 11 décembre 2019. Donc c'est une mesure qui est relativement récente, mais qui est encore méconnue ou pas suffisamment pratiquée par les praticiens du droit. C'est quoi la procédure participative? La procédure participative, c'est la possibilité qui est offerte aux parties de définir contractuellement les modalités de l'expertise. C'est-à-dire que les parties, obligatoirement assistées de leur avocat, le ministère de l'avocat est obligatoire, parce que ceci confère une sécurité juridique à l'opération. C'est-à-dire que dans une convention, on va définir le nom de l'expert, on va définir le coût de l'opération, et on va définir le calendrier. Donc on a une convention qui lie les parties. Donc on sait les règles du jeu d'entrée. Parce qu'on va savoir, l'expert on l'a désigné ensemble, on sait qu'il est compétent, qu'il est un sachant et qu'il aura satisfaction dans le déroulé de sa mission. On va définir le coût, donc on n'aura pas de surprise de consignations complémentaires qui vont être mises à la charge des parties par le juge à la demande de l'expert judiciaire. Et puis on a un calendrier. Ça a commencé tel jour et elle s'achèvera obligatoirement tel jour. Et à travers cette convention, donc les parties, c'est ce que prévoit l'article 1944, s'engagent à tout mettre en œuvre pour trouver une solution à leurs différends. C'est-à-dire que vous avez derrière deux hypothèses. Vous avez donc un rapport qui va émaner de l'expert qu'on aura désigné conventionnellement et qui va donc avoir des conclusions. Eh bien, ces conclusions, soit les parties vont les entériner d'un commun accord dans leur intégralité, soit partiellement, dans le cadre d'un débat qu'elles vont avoir, parce que les parties vont s'efforcer, conformément à leur engagement, essayer de trouver une solution à leurs différends. Première hypothèse,
Et bien donc, on arrive donc à la résolution du litige parce que les parties, eh bien, ont accepté d'entériner les conclusions de l'expert, ou tout au moins d'en débattre pour parvenir à une solution. Deuxième option, la procédure participative donc découle dans le délai qui aura été défini et sur le prix qui aura été contractuellement fixé, aboutit donc à un rapport. Mais les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la résolution du litige. Eh bien, la partie qui a intérêt, généralement c'est le demandeur, pourra saisir le juge judiciaire pour demander la condamnation de son adversaire, de son concontractant, et il se basera bien évidemment sur le rapport qui aura établi contradictoirement, et fort de ce rapport, eh bien, le juge entérinera les conclusions de ce rapport, ou tout au moins s'inspirera de ce rapport pour résoudre le litige auquel il est exposé. Donc il y a deux hypothèses, que le rapport soit entériné, ne soit pas entériné, mais qu'on aille devant le juge. On a quand même un rapport qui a une force probante incontestable et qui va, qui va vous être utile pour parvenir à la résolution de votre litige, et ce, dans un cadre contractuel que vous aurez préalablement défini. Outre les avantages que je viens de vous exposer, qui sont liés à une maîtrise du coût et de la longueur de l'expertise et maîtrise de la désignation de l'expert, la procédure participative a également un avantage précieux, c'est qu'elle est interruptive de prescription à l'instar de l'expertise judiciaire. Donc aujourd'hui, c'est une mesure qui est proposée par le Code de procédure civile et proposée à l'ensemble des parties, qui réunit quand même beaucoup d'avantages pour pouvoir, se donner les moyens de résoudre un litige soit amiablement, soit par la voie judiciaire, fort d'un rapport émanant d'un technicien, donc d'un rapport qui fait foi, avec tous les avantages de la caractère contradictoire, avec une maîtrise du coût et du calendrier. Voilà, en quelques mots, donc, la présentation de ce thème sur les alternatives à l'expertise judiciaire. Il était important de vous rappeler ces règles qui touchent donc à l'expertise judiciaire et aux alternatives aux mesures d'expertise judiciaire. En effet, le Code de procédure civile a prévu tout un arsenal de mesures, parfois on ne connaît pas ou qu'on oublie, et qui vous permettent d'apporter, en fonction de la problématique à laquelle vous êtes confronté, des solutions techniques les plus appropriées. Que, en effet, parfois une expertise judiciaire n'est pas la solution la plus à même de résoudre votre litige, parce qu'elle va être coûteuse, parce qu'elle va être lente, parce qu'elle va être source de problèmes, et que parfois, eh bien, il existe d'autres solutions beaucoup plus appropriées pour apporter un éclairage suffisant au juge pour solutionner votre différend. Voilà, bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous jugerez utiles. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, n'hésitez pas, donc, si vous avez des interrogations, à m'interroger par mail, et j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à vos questions. Dans tous les cas, eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Comme la période l'exige, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, à très bientôt. Au revoir.